Donc au programme aujourd'hui, il y a trois structures qui vont vous présenter leur mission et je remercie dès à présent nos trois intervenants. Stéphane Le Gros qui représentera la Fédération régionale des chasseurs, Vincent Santune pour le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et enfin Laurent Chauchois qui clôturera les interventions en nous présentant l'émission régionale de l'Union régionale des CPIE. Donc ce webinaire, il est enregistré. Le replay sera disponible sur l'espace en ligne Géo-de-France du collectif de l'accompagnement. Et sur cet espace-là, vous pourrez retrouver aussi les replays des précédents webinaires si vous n'avez pas pu y assister. L'an dernier, on en a eu deux dédiés aux acteurs de l'urbanisme et du foncier et dédiés aux acteurs sur les milieux aquatiques et humides. Et donc, vous pourrez aussi retrouver les trois épisodes de cette année dédiés aux structures associatives de l'environnement. Donc, j'en ai fini pour mon introduction. Stéphane, je te laisse la main sur ton diapo et puis la parole pour commencer. Merci, très bien. Bonjour à tous. Je vais vous partager la présentation. Hops. Voilà, normalement vous êtes passé sur la présentation. Je ne sais pas si c'est bon pour Ouais, tout le c'est monde. bon, c'est nickel. Bon, bonjour à tous, moi Stéphane Legros, je suis directeur de la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on fait en termes d'accompagnement des collectivités. Euh, voilà, vous présente- alors, hop. Donc très rapidement, le réseau des fédérations des chasseurs pour que vous suiviez un peu la fédération régionale et la structuration en département. Donc nous sommes dans une structure associative, association loi 1901, mais dont les statuts sont fixés par la loi. Et en fait, on a un réseau pyramidal avec une fédération nationale des chasseurs, une fédération régionale obligatoire dans chaque région et une fédération départementale obligatoire dans chaque département. Donc, on travaille avec de nombreux partenaires en fonction des thématiques. Sont adhérents des fédérations départementales des chasseurs, l'ensemble des chasseurs du département, plus l'ensemble des représentants des territoires qui souhaitent pratiquer la chasse. Ce qui représente en Hauts-de-France un petit peu plus de 100 000 chasseurs et globalement, on va dire 10 000 territoires adhérents. Donc, en termes de pratique biodiversité sur le terrain. Donc, nous accompagnons énormément, bien entendu, les adhérents qui sont les chasseurs. Et nous faisons aussi des programmes spécifiques pour les collectivités territoriales ou des programmes qui peuvent être partagés entre les chasseurs et les collectivités territoriales. Un des programmes les plus directs vis-à-vis des collectivités qui a été enclenché, c'est le programme Sensibilise Haies. Ce sont des plantations de haies dédiées spécifiquement aux communes. Donc l'idée, c'est des plantations participatives avec une vocation de sensibilisation sur la haie. Donc mobilisation soit des écoles, soit des habitants pour implanter des kits qui sont fournis, qui représentent 100 mètres linéaires de plantation et avec un certain nombre d'outils pédagogiques pour, euh, pour présenter les intérêts, les enjeux de la haie et le pourquoi du comment de ces opérations. Donc, vous avez sur la carte, enfin sur le petit graphique, la montée en puissance de l'opération Sensibilise Aide dans notre région, hein. On est la première région de France en termes de communes mobilisées sur cette opération. Donc 116 communes en 2023, 173 en 2024 et 236 en 2025, sachant qu'une commune peut prétendre avoir des kits plusieurs années de suite, mais globalement, ce sont beaucoup de nouvelles communes qui s'investissent. Donc voilà, sur ce dossier, nous sommes en partenariat avec l'association Chemin des Hauts-de-France, puisque la plupart des communes plantent en bordure des chemins ruraux. Donc comme l'association a fait du recensement des chemins ruraux et des propositions d'aménagement sur un grand nombre de communes en région, en fait les communes s'appuient sur nos kits pour faire une partie des aménagements qui sont proposés par l'association. Et nous proposons, donc je vous l'ai dit, des soutiens pédagogiques avec divers documents ou des animations pour les classes. Donc on a des animateurs dans chaque fédération des chasseurs qui peuvent faire les animations de sensibilisation
par rapport aux enfants qui participent aux plantations, bien entendu, dans la limite de nos disponibilités, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'accompagner les 236 communes sur le plan animation scolaire. La deuxième opération qu'on oriente en direction des communes, ce sont une opération de plantation des vergers haute tige. Alors ça, c'est une opération qui est nouvelle, hein, qui est faite depuis l'année 2025. Donc, c'est la fourniture de kits de plantation, donc de fruitiers qui sont sélectionnés avec le Centre des ressources génétiques régionales, plus d'arbres d'accompagnement à vocation de biodiversité. L'objectif, c'est de recréer des milieux de vergers haute tige dans notre région, puisque ce sont des milieux qui sont très intéressants en termes d'accueil de la biodiversité. Là encore, on essaie de passer par des chantiers participatifs, essentiellement avec les habitants. Et là encore, on travaille aussi avec Chemin des Hauts-de-France, qui intègre ces vergers dans les capacités d'aménagement le long des chemins ruraux et dans ses plans d'action de restauration des chemins. Donc ces deux kits-là sont fournis à titre gratuit aux communes grâce à nos financements nationaux, essentiellement de l'éco-contribution, donc Office français de la biodiversité et Fédération nationale des chasseurs. Nous avons une opération qui est un peu plus ouverte, on va dire adhérents et collectivités, qui partent sur les jachères environnement faune sauvage. C'est ouvert aux communes selon les départements, notamment dans le département du Nord, il y a pas d'ouverture aux communes, mais sur les autres départements, c'est ouvert aux communes qui souhaitent participer. En fait, on fournit des semences aux chasseurs et aux communes volontaires. L'objectif, c'est d'implanter des milieux de jachères. Alors, ce ne sont pas des semences fleuries, hein, ce sont des semences qui ont des intérêts environnementaux forts. Alors, dedans, on trouve des, des jachères mellifères ou d'autres mélanges qui peuvent avoir un peu de couleur, mais ce n'est pas ce qu'on recherche prioritairement. Ce qu'on recherche, c'est un intérêt écologique. Donc, voilà, des mélanges qui sont adaptés soit aux insectes, soit à la vie faune en fonction des enjeux localement. Donc, ces mélanges sont disponibles selon un contrat d'engagement à respecter, notamment sur les périodes de gestion, puisque certaines périodes sont sensibles par rapport à la faune sauvage. Depuis 3 ans maintenant, nous avons enclenché une opération de lutte contre les chenilles processionnaires. Donc, cette opération de lutte passe en fait par le soutien à l'implantation des mésanges. Il faut savoir qu'un couple de mésanges peut consommer en période d'alimentation de ses jeunes jusqu'à 500 chenilles par jour. C'est une méthode qui est reconnue par l'ARS pour lutter contre les chenilles processionnaires. Donc, on a eu des soucis en région avec ces chenilles qui sont très urticantes, très allergisantes euh, et qui se développent. Donc, il y a deux espèces hein, qui nous posent problème, c'est la chenille processionnaire du pin et la chenille processionnaire du chêne. Donc, l'idée, c'est de mettre des nichoirs à proximité des arbres qui sont contaminés et de permettre que les mésanges soient au plus près des nids de chenilles pour s'en nourrir. Donc, dans les secteurs contaminés, il faut installer entre 15 et 20 nichoirs par hectare. Donc voilà, on sait que le manque de sites de nidification est une des limites principales à l'installation des mésanges. Donc en Hauts-de-France, en 3 ans, on a installé 40 000 nichoirs. Donc avec aussi des supports pédagogiques, vous avez là l'illustration du panneau que l'on propose aux structures qui s'engagent avec nous, donc qui sont soit des collectivités, soit des forestiers pour l'essentiel. Euh, voilà, donc en sachant que voilà, il faut mettre un nombre de nids important pour pouvoir lutter. Ces nids, là encore, sont fournis gratuitement, moyennant des conditions de suivi notamment et d'entretien des nichoirs et de retour de la donnée, puisqu'on souhaite savoir un petit peu ce qui se passe, l'efficacité en termes notamment de nidification et de lutte contre les chenilles. Donc voilà, ce sont des nichoirs qui, dans un premier temps, étaient en plastique. Ça avait défrayé un petit peu la chronique. Maintenant, on est sur du nichoir bois, origine PEFC.
et dont, enfin, l'origine, en fait, c'est toutes les chutes de fabrication des caisses à vin des vins de Bordeaux. Hauts-de-France propre, que vous connaissez peut-être, qui est une opération qui cible la biodiversité, qui cible la sensibilisation sur la nature. Pourquoi? Parce que on sait que les déchets dans la nature sont une grosse cause de disparition de la biodiversité. On entend beaucoup parler des problématiques en mer, mais en système terrestre, on est sur les mêmes problèmes. Donc là, c'est une opération qui est coportée par la région Hauts-de-France, les fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et les fédérations des chasseurs. Engagée au niveau régional depuis 2017, elle était auparavant existante sur le département de la Somme avec les fédérations de pêche et les fédérations de chasse de la Somme. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de la mobilisation des habitants, c'est de la sensibilisation, pour essayer de faire en sorte qu'on retrouve moins de déchets dans la nature. Notre action dans ce cadre-là, c'est la fourniture de matériel de ramassage, donc gants, chasubles, sacs. C'est la synergie globale avec les déchetteries pour que les déchets soient traités quand elles arrivent et acceptés dans les déchetteries. Et c'est un peu l'émulsion et la sensibilisation par rapport à tout ça qui est de plus en plus importante. L'année dernière, c'était 400 classes mobilisées. Vous avez enfin 400 établissements scolaires, plus exactement. Donc, vous avez le petit graphique de l'opération sur la diapositive. C'est une opération qui monte en puissance, qui se tient au printemps chaque année. Et la prochaine opération est du 6 au 8 mars. Voilà, on est en pleine période pour s'inscrire et pour créer les points de ramassage. Donc ça, c'est ouvert à tous. On a beaucoup de collectivités qui font leurs propres points, mais on a aussi beaucoup d'associations, de particuliers, de divers horizons. Une action un petit peu particulière, c'est le soutien des hirondelles. Donc, on a travaillé avec une association qui est dans le département du Nord, qui s'appelle Ornitho Nature, il y a déjà quelques années maintenant, qui nous a alerté sur le fait que l'une des limites aux installations des hirondelles dans beaucoup de nos communes, c'est la salubrité et la disparition des zones un peu humides et des zones de boue à proximité immédiate des sites de colonisation pour les hirondelles. Donc, on a installé en 5 ans un peu plus de 600 bacs à boue. Donc, les bacs que vous voyez illustrés sur cette photo. L'idée, c'est que les hirondelles puissent trouver de la boue lorsqu'elles arrivent au printemps. Donc, et fabriquer facilement leur nid, puisque c'est le matériel principal de fabrication des nids et c'est le matériel qui manque le plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez efficace si c'est bien implanté, c'est-à-dire à proximité d'une colonie déjà existante, euh, mis en eau régulièrement, parce que quand vous êtes en période d'arrivée des hirondelles, hein, les principales périodes d'activité, on va dire, c'est le fin avril, début mai, qui peuvent être secs. Vous êtes obligé quasiment de mettre un arrosoir tous les jours dans le bac à boue pour le tenir humide, mais si vous faites ça, c'est assez efficace. Ensuite, là, depuis cette année, on a une opération Tour à hirondelles. Euh, Là encore, avec une vocation de sensibilisation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui des fois rechignent à avoir des hirondelles sur leur façade. Donc on met en place ces outils spécifiques. L'objectif, c'est de sensibiliser sur l'espèce et c'est de montrer l'intérêt de préserver cette biodiversité qui est au plus proche des habitants dans les villes et dans les villages. Je vous mets une petite vidéo. Vous voyez les hirondelles venir sur le bac à boue. Donc en période de construction des nids, c'est très efficace. Donc ces bacs sont issus, là encore, du recyclage, puisque c'est des bacs à endives en fin d'exploitation récupérés avec un partenaire. De la gestion des zones humides, donc voilà, les chasseurs sont très intéressés aux zones humides parce que ce sont des zones de chasse importantes pour nous. Donc on participe beaucoup avec les collectivités, un petit peu avec les privés, à des politiques de restauration des zones humides, donc inventaire de la biodiversité, soit en propre, soit avec divers partenaires
euh, notamment pour la végétation avec le conservatoire botanique. La mise en place de plans de gestion pour prévoir les orientations de gestion de ces zones humides à court et moyen terme. Et la réalisation des démarches administratives qui sont parfois complexes pour mener les travaux sur ce type de milieu. Donc, on accompagne les collectivités jusqu'à ces épisodes-là. Ensuite, depuis 3 ans maintenant, on a mis en place des systèmes de financement qui permettent soit de financer complètement des travaux, soit de cofinancer euh, pour déclencher un peu les initiatives en matière de restauration des zones humides. Alors, en la matière, on a aussi une fondation, donc, qui est une fondation nationale créée par les chasseurs, la Fondation pour la préservation de la nature, qui est aujourd'hui propriétaire de 6000 hectares de zones humides en France, et dont la priorité est de travailler sur ces espèces-là pour les préserver, parce que ça reste des milieux très menacés malgré l'intérêt écologique et environnemental très fort de ces milieux. Donc, voilà, on a un gros, gros travail sur cet aspect. Enfin, moins directement avec les collectivités, mais qui peuvent vous intéresser, c'est tout notre cycle d'animation scolaire, de sensibilisation. Donc, dans chaque département des Hauts-de-France, il y a un animateur nature dans les fédérations des chasseurs qui travaille sur la découverte de la biodiversité au quotidien et recréer du lien entre les enfants et la nature, hein, pour qu'on s'intéresse un petit peu à tout cela. Donc, on a mis en place des mallettes pédagogiques, vous en avez les illustrations là, sur différentes thématiques. Donc, les hirondelles liées à notre opération Bacabou, les oiseaux des jardins, parce que c'est des espèces que tout le monde peut observer un petit peu autour de chez lui. Et donc, ça nous paraissait important de faire le lien avec ces espèces-là. Les forêts, les mares ou les haies. Donc, nos structures et nos animateurs sont agréés par l'éducation nationale. L'objectif, c'est que les animations ne soient pas que des animations en classe, mais soient bien des animations qui emmènent les enfants à l'extérieur voir des choses et aussi qui se terminent par une action concrète. Donc là, vous avez en haut 2 illustrations de fabrication de nichoirs, donc nichoirs pour les hirondelles ou nichoirs pour les mésanges. L'idée, c'est vraiment que l'enfant, le soir, quand il rentre chez lui, ait envie de continuer l'action en faveur de la biodiversité. euh, Soit dans son jardin, soit dans son périmètre immédiat d'habitation. Donc voilà, on a des animateurs dans chaque département. Globalement, on est à 2000 scolaires euh, qui bénéficient de nos animations chaque année. Enfin, des choses un peu plus synégétiques, hein, qui sont liées et qui là, passent vraiment par les fédérations départementales des chasseurs, qui peuvent être intéressantes pour les collectivités. C'est tout ce qui est un petit peu plus lié à la chasse. Donc la présence et surveillance. Euh, Chaque fédération des chasseurs dispose d'un réseau d'agents qui sont assermentés, qui peuvent euh, aider à travailler sur plein de questions environnementales, notamment sur les déchets sauvages, etc., où là, on peut aider les maires à intervenir. La régulation des animaux à problème, je vous ai mis en photo un ragondin, donc, sur lequel on intervient avec d'autres partenaires comme la Fredon, par exemple, Hauts-de-France. Le respect de la réglementation par rapport à la chasse. Des fois, des collectivités ont des propriétés ou ont des problématiques vis-à-vis d'actions synégétiques. Et là encore, nos agents sont là pour déjà répondre aux questions des collectivités et les accompagner s'il y a des problèmes à résoudre. Et les services et conseils pour tous ces domaines et pour les domaines environnementaux. Voilà, je finis ma petite présentation pour vous remercier de votre attention et remercier aussi nos financeurs qui nous aident à proposer ces différents programmes, donc la région Hauts-de-France, le FEDER depuis cette année notamment pour Hauts-de-France propre, l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. Je vous remercie. Merci à toi, Stéphane. Je te laisse désactiver le partage. Vincent, tu vas pouvoir prendre la suite. Et pour les participants, je vous propose de garder vos questions pour le temps d'échange qui aura lieu à la fin du webinaire. On prendra toutes les questions à ce moment-là.
Du coup, est-ce que vous voyez, bonjour à tout le monde, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, on le voit, Ok, t'es pas en complet plein écran, mais ouais, bah on le attends, voit. j'y vais. On est bon? Ouais, c'est parfait. Alors voilà, en quelques slides, présenter un peu ce qu'est un conservatoire d'espace naturel et en quoi il peut être un acteur d'accompagnement des collectivités. Rappeler qu'on fait partie d'un réseau national de 24 conservatoires d'espace naturel. Le premier, il est né en Alsace en 76, en fait en réponse à la création du conservatoire du littoral en 75. Le monde associatif alsacien s'est dit, ben, le conservatoire du littoral ne va pas faire grand-chose chez nous, donc on va créer un outil un peu similaire de protection de sites naturels, ce qui est la base d'un CEN. C'est vraiment d'assurer de la protection foncière par maîtrise foncière ou d'usage. Et dans une démarche aussi qui se veut basée sur la concertation et l'implication des parties prenantes des territoires. Voilà un peu les deux éléments fondateurs du premier conservatoire en Alsace. Et après, le réseau s'est déployé en métropole et en outre-mer, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 24 conservatoires d'espaces naturels regroupés dans une fédération. Voilà un peu les chiffres clés, j'y rentre pas, si ce n'est que voilà, le réseau est présent dans une commune sur 7 en France. On voit que la Bretagne est blanche, mais ils ont demandé à intégrer le réseau cette année. Donc, il est fort probable que, en tout cas en métropole, l'ensemble des régions soient couvertes par un conservatoire d'espace naturel. Il y en a 24 parce qu'il y a aussi des conservatoires à l'échelle départementale. Donc, on est des assos loi 1901, c'est bien rappelé dans la charte des conservatoires. Donc, pour être conservatoire, il faut être association loi 1901. Les missions clés, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, une spécificité, c'est que on bénéficie, on est inscrit dans le Code de l'environnement depuis les lois Grenelle, et donc on peut bénéficier d'un agrément conjoint État-région sur la base d'un plan d'action quinquennale visé par le CCRPN et validé par le préfet de région et président de région, qui fixe un peu le cap à 5 ans. L'intérêt de cet agrément, c'est que ça donne aussi certaines prérogatives juridiques supplémentaires en termes de moyens d'action pour un conservatoire d'espace naturel. Par exemple, un site protégé par un conservatoire d'espace naturel peut être labellisé zone de protection forte, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres structures. Voilà, donc sur cet aspect agrément. Si on zoome en Hauts-de-France, voilà un peu quelques chiffres clés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà un peu l'ancrage territorial du conservatoire, le nombre de sites et de présence dans les communes. Et donc, ça regroupe en fait toutes les missions d'un conservatoire sur la connaissance, la protection de sites, la gestion, la valorisation de ce patrimoine, et de plus en plus aussi sur le renforcement de l'assise citoyenne et du bénévolat pour contribuer à l'ensemble de ces actions. Les 5 missions clés, connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner les politiques publiques au sens large. Sur la connaissance, c'est tous les spectres des connaissances naturalistes, alors soit en régie, mais aussi beaucoup avec des partenaires naturalistes et universitaires. Donc toutes les assos naturalistes de la région avec qui on travaille étroitement, hein. Bien sûr, nos bénévoles sur le terrain, les associations d'usagers. Voilà, on essaie vraiment toujours de travailler dans le partenariat et la concertation sur l'ensemble de nos missions. Et de plus en plus, voilà, c'est comment on travaille sur les fonctionnalités des milieux naturels et pas uniquement sur l'entrée espèce. Et tout ce qui va suivre sur l'adaptation au changement climatique, sur les sujets carbone autour des tourbières et autres. Protéger, ça reste quand même le fondement d'un conservatoire, c'est d'assurer une maîtrise foncière ou d'usage de terrain. C'est la clé d'entrée quelque part de notre action. Et donc là, on a tout le spectre des possibles sur le mode d'action de la propriété, hein. Donc on achète des sites, c'est pas une finalité en soi, on n'est pas le conservatoire du littoral dont le moyen d'action est principalement l'acquisition. Nous, c'est un outil parmi d'autres qu'on utilise le plus souvent à l'amiable, mais on travaille aussi avec la SAFER qui peut aussi avoir mobilisé son droit de préemption environnementale ponctuellement. Voilà, donc vous avez tous les outils qu'on utilise, nous, pour au moins assurer une maîtrise foncière la plus durable possible. L'enjeu est de préserver dans le temps
les espaces naturels, quel que soit le propriétaire. Voilà un peu la couverture foncière. Donc, c'est un peu plus de 20 000 hectares aujourd'hui. Et vous voyez les modes d'action entre l'acquisition, les baux amphithéotiques, plus récemment les obligations réelles environnementales, hein, qui sont un outil créé par la loi Biodive de 2016. Et il y a une appétence quand même des propriétaires privés notamment, qui ont envie de transmettre leur foncier naturel en essayant de préserver un peu ce qu'ils ont connu et leur attachement à travers une obligation réelle environnementale qui se transmettra de propriétaire en propriétaire. En fait, c'est une servitude adossée au parcellaire. La gestion, ben, derrière, il y a tout le travail de mise en place d'une gestion écologique, donc à travers des documents, hein, des plans de gestion normés, qu'on travaille le plus souvent en lien avec les acteurs du territoire. On ne fonctionne pas hors sol. Et la mise en œuvre des opérations de restauration de gestion, ben, on s'appuie bien sûr sur le monde agricole, puisqu'il y a beaucoup de sites qui dépendent d'une gestion agro-pastorale adaptée. Des entreprises locales, des structures d'insertion, des lycées agricoles ou forestiers, du bénévolat. On travaille aussi avec le ministère de la Justice sur les travaux d'intérêt général, etc. Donc vraiment, là aussi, on essaie de mobiliser tous les leviers possibles pour contribuer à la restauration et la gestion des sites préservés. On considère que c'est un bien commun et que tant qu'à faire, autant qu'il soit partagé par le plus grand nombre. Là encore, ben, c'est tous les outils possibles de l'ouverture des sites au public, quand c'est possible écologiquement et techniquement, des documents d'information, des animations scolaires, grand public, la mise en place d'aires terrestres éducatives. Donc c'est aussi assez large dans les modes d'action, on utilise pas mal de choses. L'accompagnement des politiques publiques, c'est à toutes les échelles. On travaille bien sûr avec des communes, des intercos, les départements pour leur politique espaces naturels sensibles, la région, la politique réserve naturelle régionale, et puis la région est chef de fila, l'État à travers les réserves naturelles, la politique zone de protection forte et autres, l'Europe pour le réseau Natura 2000. Donc, un conservatoire, voilà, il est fortement impliqué régulièrement dans tous les schémas directeurs et les politiques liées à la préservation de la nature, parce qu'on apporte une expertise technique et puis de l'ingénierie aussi, parfois financière dans certains cas. L'assise citoyenne, bon, c'est un élément qui a été réaffirmé il y a une dizaine d'années dans le réseau des conservatoires, de rappeler qu'on est vraiment des assos loi 1901. Et donc, à travers ça, c'est comment on développe et on renforce ce rôle d'implication des citoyens. Donc, nous, on a un bénévole type, c'est ce qu'on appelle les conservateurs bénévoles. C'est des gens qui s'intéressent à un site proche de chez eux et qui deviennent un relais local, nos yeux réguliers sur le terrain. Et donc, vous voyez un peu la dynamique créée autour de ces conservateurs bénévoles et qui deviennent un noyau autour duquel s'agrègent des bénévoles du secteur et qui deviennent des cellules un peu autonomes de vie du site. Et l'équipe, du coup, ne vient qu'en accompagnement d'expertise ou d'appui ponctuel. Voilà. Donc, il y a une réelle volonté de renforcer ça. Et ça crée aussi du lien sur les territoires, hein, de l'activité sociale, entre guillemets, du lien social dans certains territoires ruraux où les espaces naturels sont un vrai enjeu pour le développement du territoire, que ce soit en tourisme, en vie de commune. J'ai mis quand même voilà, le modèle économique du conservatoire. Aujourd'hui, il est quand même très subvention dépendant. Vous voyez un peu le camembert les soutiens. Donc, c'est bon, quelque part, on ne dépend pas d'un seul grand partenaire, ce qui nous fragilise pas. Et puis, l'enjeu, bah, c'est de diversifier encore ce camembert, notamment sur le mécénat, la scie citoyenne, et puis des labels bas carbone, de la valorisation, entre guillemets. Quand des sites naturels sont préservés, ils jouent aussi un rôle dans la captation carbone. Et il y a un certain nombre de labels bas carbone qui permettent aussi de mobiliser des financements spécifiques. Donc voilà, dans l'idée de faire évoluer encore ce camembert. Un petit mot sur la fondation, créée récemment dans l'objectif, voilà, d'assurer une certaine pérennisation
et que certains sites deviennent inaliénables en tant que tels, et puis avoir un rôle d'appel à la philanthropie et aux legs. Donc nous, on a eu un leg de 135 hectares il y a 3 ans en Hauts-de-France vers la fondation. Donc c'est un vrai outil levier aussi au niveau national pour renforcer encore l'action du réseau. Voilà, je ne voulais pas aller trop dans le détail, mais donner une vision globale de ce qu'est un conservatoire d'espaces naturels. Et bien sûr, ben, les équipes sont à disposition pour évoquer tout projet autour de la protection de la nature. Merci Vincent. Pour finir, Laurent, je vais te laisser partager ton diapo. Désolé, je reviens, je repartage. Voilà, j'espère que tu m'entends. Forcément, on ne voit plus rien quand on partage. Ouais, C'est il y a juste ta caméra qui est éteinte. On ne Ok, voit pas. ok, mais moi je ne vous vois plus non plus. Donc, oui, donc à la demande de Jules, l'idée c'est de clôturer cette présentation des acteurs régionaux en présentant l'action de l'URCPIE des Hauts-de-France, sachant que le webinaire numéro 3 sera en partie dédié aux actions territoriales dont les CPIE seront aussi en présentation. Donc j'ai principalement centré effectivement la présentation sur l'action de l'accompagnement des collectivités. Donc, pour rappel, hein, l'UR assure de l'ingénierie de réseau au service des territoires. On essaie d'avoir un rôle de facilitateur régional pour les politiques publiques. Dans ce cadre, l'UR-CPIE s'appuie sur un réseau de 6 CPIE, hein, avec la carte sur le côté, qui permet d'avoir une couverture territoriale la mieux organisée possible, avec des CPIE qui sont d'ordre départementaux, c'est une couverture vraiment départementaux pour ceux de l'Aisne et de l'Oise, et puis plus sur les territoires d'action, avec Ville d'Artois, Vallée de Lothier de Lacan, Chaîne des Terris, les Flandres-Maritimes. Et l'action de l'URCPIE, c'est effectivement d'avoir une couverture, une dynamique régionale qui est coordonnée par l'Union régionale des CPIE, mais où chaque CPIE a en responsabilité une ou des thématiques d'action. Donc l'UR se positionne comme un partenaire dans la transition territoriale. L'UR coordonne les 6 CPIE pour offrir aux collectivités une expertise homogène et de proximité. Au terme d'animation de différents dispositifs régionaux, le territoire engagé pour la nature, co-animation du dispositif en Hauts-de-France pour accompagner les élus dans leur stratégie de biodiversité, dans le cadre de l'ARB Hauts-de-France, des dispositifs sentiers biodiversité dans le cadre d'un appel à projet, d'un dispositif avec l'OFB national autour de biodiversité et santé en lien avec le PRSE4, dans le cadre d'un concept One Health. Puis ça s'appelle RENAR, ça s'appelle Renforcer les engagements pour la nature par l'amplification régionale. Des expertises mutualisées, donc création d'outils méthodologiques communs, des guides, gestion, fiches techniques, newsletters thématiques, hein, avec un site URCPIE qui renvoie de l'information thématisée vers plus de 6000 adresses en Hauts-de-France. La capacité de répondre aussi à des appels à projets d'envergure régionaux, avec l'ADEME, l'Agence de l'eau, le Conseil régional. Un interface UR associé à une interface institutionnelle pour les interlocuteurs, style conseil régional, agence de l'eau. Et dans ce cas, l'URCPIE, soit via des CPIE, anime la coordination de projets européens dans le cadre de FEDER collaboratifs pour les sciences participatives notamment. Une approche globale aussi technique, sociale et environnementale, donc autour de l'accompagnement autour de la biodiversité et des trames vertes et bleues. Nous accompagnons aussi à l'échelle UR la mise en place d'atlas de biodiversité des communes et nous faisons aussi de la conseil en gestion, différation, restauration de continuité écologique. Un volet sur lequel souvent les CPIE sont un peu plus tenus, le côté éducation et participation citoyenne, avec forcément
la mise en place de programmes pédagogiques adaptés aux politiques locales et portés par les collectivités pour différents publics, scolaires, habitants, entreprises, et sur différentes thématiques, biodiversité, solutions fondées sur la nature, risques naturels, adaptation, qualité de l'air et de l'eau, etc. Et forcément l'animation de projets de sciences participatives environnementaux. Et une nouvelle corde un peu à l'arc des CPIE, c'est sur les enjeux de santé-environnement, avec un accompagnement sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public, à travailler aussi sur la réduction des perturbateurs endocriniens, notamment dans les crèches et les cantines. Aussi un accompagnement territorial sur l'adaptation au changement climatique et donc les solutions fondées sur la nature, avec des dispositifs d'accompagnement de projets type désimperméabilisation des sols, cours d'école ou des places, un dispositif autour de la sensibilisation aux risques, inondations, érosion, via des programmes de médiation scientifique et technique, dans le cadre de solutions fondées sur la nature, donc de solutions globales liées à la concertation et à l'application des citoyens dans le processus. Donc, dans ce cadre, le CPIE Haute-Titanche, pour le compte de l'URCPIE, décline la mission à l'échelle régionale pour accompagner et conseiller des projets opérationnels de SFN. On fait aussi de l'appui à l'ingénierie pour les collectivités, que ce soit de la formation d'équipe, de la méthodologie, de l'appui au montage technique et financier de projets européens ou autres. Et puis, l'UR peut aussi être acteur de la médiation, de la mobilisation locale, des ateliers de concertation, la mise en place de dispositifs style Festival du Monde à l'envers. Et puis, 2 dispositifs partenariales avec l'ARB, dont le territoire engagé pour la nature. L'URCPIE porte depuis 2020 le dispositif en région territoire engagé pour la nature, piloté par l'OFB, la région et la DREAL, sous couvert maintenant de l'Agence régionale de la biodiversité, pour aider les collectivités à placer la biodiversité au cœur de la politique publique. Et puis, co-animation du collectif régional des sciences participatives, donc co-animation du collectif régional, mise en œuvre de la feuille de route sur les sciences participatives au niveau de l'ARB, et puis le développement de dispositifs de sciences participatives avec un petit zoom sur Enquête Nature en Hauts-de-France qui permet à toutes les collectivités qui le souhaitent de disposer d'un outil numérique permettant de faire des sciences participatives avec des habitants, des écoles, des collèges, des lycées, des habitants, que ce soit thématique. Voilà. Je pense que je suis à la fin. Si je fais échappe, je vous retrouve. Voilà. Merci Laurent pour cette présentation. Donc c'est le moment des échanges, des questions-réponses, si vous en avez pour les 3 interventions que vous venez d'entendre. Si vous avez des questions entre intervenants aussi, c'est autorisé, vous pouvez. Et vu qu'on n'est pas nombreux, ce que je vous propose, c'est de lever la main dans la visio et puis de prendre la parole directement. Pas besoin de passer par le chat, ce sera plus agréable pour échanger. Vincent? Oui, j'ai une question pour Laurent. En fait, l'URCPIE, j'allais me tromper, n'a pas de personnel spécifique. En fait, il s'appuie sur les salariés de CPIE, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique régionale avec un coordinateur régional qui fait partie de mes fonctions en tant que directeur du CPIE Vallée-de-Lothier et de la Canche. Et globalement, en fonction des thématiques, il y a des CPIE qui sont porteurs et accompagnateurs régionaux sur telle ou telle thématique. D'accord. Tout ce qui est plutôt santé, c'est plutôt Pays de l'Aisne et nous. Tout ce qui peut être accompagnement des entreprises, on peut retrouver des compétences au CPIE Flandre-Maritime, qui ont un vrai retour d'expérience sur l'accompagnement d'entreprises. Voilà. Et puis l'avantage, c'est aussi de pouvoir monter de ce fait-là en compétences l'ensemble des salariés de tout le réseau, parce que bénéficier d'une compétence sur un territoire, on peut le transférer dans le cadre d'un programme de formation sur un autre territoire.
D'accord. Mais vous êtes une association quand même, enfin, il y a une association Oui, oui, CPIE. oui, Ok, d'accord. l'association URCPE, dont ne peuvent être membres que les CPIE, parce que c'est l'histoire d'un label qui fait D'accord, partie de ok. l'Union nationale des CPIE. Voilà. Ok. Tant payer Bon, je suis un- CPIE comme être fédération de chasse pour faire partie de la fédération régionale de chasse. Nous, il faut être CPIE pour faire partie de l'Union régionale des CPIE. D'accord. Bon, j'étais un peu curieux parce que je suis parti de CAIE et on a une UR CAIE, donc bon, voilà, je voulais voir un peu et je pense qu'on fonctionne un peu de la même façon. De la même Voilà. façon, c'est ça. Mhm. Sachant que souvent, les CPIE sont aussi partenaires des CAIE sur leur territoire. Mhm. Parce que chacun ayant ses portes d'entrée et ses compétences réciproques qui sont aussi assez complémentaires sur le côté accompagnement des collectivités. Ok, merci. Et j'en profite pour rappeler, comme tu le mentionnais, Laurent, sur le prochain épisode dédié aux structures associatives locales, on aura quasiment tout le webinaire qui sera dédié à l'ensemble des CPIE qui présenteront leur mission d'un point de vue territorial et sur les sujets sur lesquels ils travaillent en local sur leur territoire d'action, les CPIE que vous a mentionné Laurent au début de sa présentation. Donc si vous êtes curieux d'aller voir plus localement et plus dans le détail ce que fait chaque CPIE, je vous invite à participer la semaine prochaine au webinaire. Merci Vincent pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous, dans vos missions d'accompagnement des collectivités, quand vous avez des sujets biodiversité, vous avez l'habitude de travailler avec l'une ou l'autre des structures qui ont été présentées? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez des retours d'expérience, des témoignages à partager sur le sujet? Alors, éventuellement, j'aurais une petite question pour Stéphane sur la Fédération de chasse. Revenir de manière très précise sur une petite question sur votre présentation. Les 100 mètres linéaires de haies, le kit de 100 mètres, euh, chaque commune peut prétendre à un seul ou il peut éventuellement en avoir plusieurs? S'il y a un projet avec, je sais pas, 200 ou 300 mètres linéaires, vous fournissez 100 mètres et ensuite c'est à la commune de prendre en charge le reste ou comment ça se passe? Alors, j'ai pas de réponse fixe en fait. Normalement, c'est 100 mètres parce que l'objectif, c'est un objectif pédagogique. Donc, on n'est pas sur des grands linéaires. Parfois, sur des cas particuliers, quand on a des chantiers qui associent beaucoup de gens, etc., on dépasse et on peut associer 2 ou 3 kits. Voilà, c'est un peu, un peu au cas par cas sur le projet dans la commune, quoi. Ok, mais le principe étant pédagogique, c'est effectivement logiquement 100 mètres qui sont prévus. Ok, merci bien. C'est ça. Merci Jérôme. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions comme Jérôme, plus précises, concrètes sur les dispositifs qui vous ont été présentés, c'est l'occasion. Et puis bien évidemment, vu que c'était des présentations de 10-15 minutes par intervenant, tout n'a pas été forcément mentionné dans le détail, donc n'hésitez pas à revenir après, soit auprès des intervenants directement ou auprès d'autres contacts au sein des structures si vous en avez envie d'en savoir plus. Aussi, des fois, dans l'avenir de vos missions, des potentielles collaborations pourraient s'imaginer. Ouais, Vincent? Oui, une question là cette fois-ci pour Vincent. Euh, la différence de statut entre des terrains rachetés par le conservatoire et ceux acquis par la fondation, est-ce qu'il y a des nuances enfin, entre les deux? Ah, il y a ton micro, Vincent. Pardon. Pas de souci. Alors, il y a l'aspect fondation reconnue d'utilité publique égale terrain inaliénable. Propriété d'un SEN, bah, voilà, on reste mortel quelque part en tant qu'association. Et bon, si un SEN disparaît, normalement, le Code de l'environnement permet de retransférer le foncier vers des structures de même objet. Donc, il y a cette nuance-là. Et après, la fondation n'est pas exclusive conservatoire. C'est-à-dire qu'un terrain acheté par une fondation peut aussi gérer par d'autres structures.
une propriété d'un conservatoire d'espaces naturels est en général, sauf exception, gérée par le conservatoire lui-même, mais la vocation de la fondation est de ne pas servir que les conservatoires, mais d'être un outil aussi au service d'autres acteurs pour protéger des sites, transférer du foncier. Il y a des PNR qui envisagent de transférer du foncier à la fondation pour sécuriser notamment le côté inaliénable. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Oui. Après, le côté inaliénable, est-ce que avec une ORE, par exemple, est-ce que ça… Enfin, après, il y a un délai. Enfin, je sais que l'ORE, Oui, c'est l'ORE, un c'est certain… 99 ans. Voilà, c'est 99 ans, mais bon, c'est quand même… Ouais. Bon, c'est déjà pas mal, hein, on est d'accord. Oui, bah oui. On n'a pas encore été confronté, enfin, c'est une question où on se pose au niveau juridique national, sur le jour où, parce qu'aujourd'hui, les ORE qui sont créés de façon très volontaire par les propriétaires, mais le jour où il y aura un nouveau propriétaire dans 20 ans qui récupère l'ORE et qui n'est pas totalement d'accord avec on n'a pas eu encore de contentieux, tu vois, qui permet de vérifier la robustesse de la dite ORE. Donc, on est en train de travailler juridiquement pour voir la sécurisation de l'ORE en cas de contentieux. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez encore 5 minutes. Puis, si jamais il n'y en a pas d'autres, on clôture un peu avant la fin. Moi, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que vous avez été clairs, tous les trois. Je vous Très, propose très du coup clair et intéressant, en effet. Ah. Merci beaucoup à tous les trois. Ah, merci, Jérôme. Eh bien, je vous propose du coup Je te Vas-y. renverrai la dernière version du PowerPoint. Oui, très bien. Il y a eu les logos en plus, machin, voilà. Si tu dois le Tu fais bien de me le dire. Je vous transmettrai à tous et à toutes les présentations que vous avez eues aujourd'hui. Ça vous permettra d'avoir un support sur lequel revenir ou le partager à des collègues si besoin. Hippolyte, j'ai vu que tu avais allumé ton micro. Est-ce que tu voulais intervenir ou… Moi, c'était pour remercier les interventions qui étaient toutes super intéressantes. Et on apprend quand même pas mal de choses, mine de rien, sur le fonctionnement des différentes structures. Merci à toi pour ce retour. Je vais vous remercier toutes et tous pour votre participation. Merci encore aux trois intervenants pour leur présentation. Et pour rappel, du coup, on peut se retrouver vendredi prochain, cette fois-ci plutôt en fin de matinée à 11 h pour découvrir plus en détail l'émission des CPIE et on aura aussi une présentation de Nord Nature chez Comendes. Donc, je vous remercie toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée puis surtout un bon week-end. Bonne journée, à bientôt. Encore Au revoir. merci, Au bonne revoir et à journée, bon bientôt. week-end. Merci, Et à vous. bientôt, au Bonne revoir. fin de